Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je peux aussi saluer les arbres qui nous entourent, dire bonjour au vent, aux feuilles qui vont nous tomber dessus pour orner cette rencontre. En tout cas, bienvenue à cette table qui ne cherchera pas tant à énoncer qu'à éprouver, à traduire non les idées mais les tremblements. Une table où l'on ne débat pas mais où l'on s'ouvre. Une table de rondeur, une table de porosité, de respiration partagée. Et pour l'ouvrir, 3 présences rares, 3 artistes de la pensée, de la chair et du trouble. Emma Biget, Maboko Berti, Léa Rivière, bonjour. Merci d'être avec nous. Emma Biget, vous êtes une philosophe qui roule par terre, qui refuse de penser debout, qui désapprend le mot erectus, une philosophe qui danse aussi. Votre livre Mouvementement n'est pas un essai. C'est une nappe phréatique, une géologie de gestes qui nous déplace, nous trouble, nous décolonise depuis les articulations. Vous pensez avec les pieds, Emma, avec les hanches, mais aussi avec les seuils. Vous nous apprenez à sentir les autres mouvements qui nous traversent, mais aussi ceux de la gravité, de la fatigue, du vent et de l'histoire. Chez vous, l'écologie n'est pas une cause, c'est une matière. Et la philosophie, une pratique d'accueil du vivant, par tous les pores du corps. Vous faites dialoguer les luttes écologiques, la danse postmoderne, la contact improvisation et les gestes issus des luttes pour penser le corps comme archive insurgée et milieu à configurer. Et votre écriture écoute la danse comme on écoute une forêt pour percevoir ce qui n'a pas encore trouvé ses mots. Maboko Berti, vous êtes danseuse, traductrice, praticienne somatique. Vous venez au monde avec un corps comme antenne, comme récepteur. Vous traduisez des textes, oui, ceux de Sarah Ahmad, d'Alexis Pauline Gumbs, mais vous traduisez aussi les silences, les regards, les tensions collectives. Votre pratique du mouvement vous relie à la météo du monde, à ses flux, à ses contradictions, à ses excès, à ses fantômes ou à ses baleines aussi. Il y a dans votre manière de vous mouvoir et de penser quelque chose qui ressemble à une diplomatie des corps. Vous ne forcez pas, vous écoutez, vous disposez. Vous créez des interstices où d'autres formes de vie peuvent s'énoncer, enfin. Votre travail tisse la mémoire diasporique, les archives féministes et les résistances noires, interrogeant le corps comme vecteur de savoir non académique et outil de désobéissance. Vous portez une attention au corps minoré, au silence et aux gestes qui échappent à la capture. Léa Rivière, poétesse, danseuse, vous explorez les passages entre geste et langage. Votre écriture se situe entre la langue et le mouvement. Vous composez des formes hybrides, à la fois fragiles et puissantes, où le corps devient lieu d'écoute et de résonance. Et dans l'auteur des Pierres mouillées, publié aux éditions du Commun, vous déployez une langue minérale et sensible, attentive aux territoires blessés et aux présences invisibles. Après des années de recherche au milieu des arbres, vous dites avoir appris de l'art de recevoir et de s'adresser. C'est avec cette attention au vivant et à ces transmissions discrètes que vous inventez aujourd'hui des formes qui se tiennent dans les marges, dans les rythmes organiques et dans les vacillements, comme autant d'espaces où quelque chose s'invente sans mode d'emploi, au croisement du poétique et du politique. Alors à vous 3, vous ne cherchez pas à occuper l'espace, mais à le transformer. On le voit déjà par votre manière de prendre place, à y tisser du lien, du trouble et du respirable, à inviter d'autres manières d'exister ensemble avec les arbres, avec les corps, les mémoires et les futurs. Alors merci d'ouvrir avec nous cette cartographie mouvante où danse, écologie et lutte se rejoignent en un même geste. Et merci d'avoir accepté de converser dans le cadre de cette rencontre intitulée « Danser au bord du monde ». On verra où ça nous mènera. En tout cas, on l'a pensé sous 5 axes. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais j'énonce les axes. Corps habité, corps traversé, zone de contact, contre-récit, alliance et écologie, et transmission et soins. Alors on va commencer avec corps habité, corps traversé, si vous voulez bien. Et cette question, comment accueillir dans nos corps des histoires, des mémoires et des altérités plus qu'humaines? Et vous, Emma, dans Mouvementement, vous proposez justement de penser avec les articulations, de déplacer la philosophie vers des zones de passage, de porosité. Comment cette attention aux plis et au seuil du corps
permet d'accueillir en nous des mémoires collectives, mais aussi des formes non humaines comme la gravité, le vent ou autre. Bonjour Zineb et bonjour tout le monde. Quel honneur de tous ces mots qui nous précèdent. On est là pour une heure, je crois, ensemble. La convention, c'est de regarder les lèvres des personnes qui parlent. Quand elles le font, vous ne sentez pas obligé de suivre cette tradition-là. Si vous avez envie de regarder le ciel, les voisines, et ou de quitter votre siège pour vous mettre par terre, on le prendra pas mal, enfin je le prendrai pas mal. Et ça fait partie des modalités de l'écoute que d'en changer la posture. Voilà, sentez-vous disponible pour ça. La question, elle portait sur ce livre donc, qui s'appelle « Mouvementement éco-politique de la danse ». Et ce que j'y entends, ce sur quoi j'y entends enquêter, c'est tout un ensemble de pratiques qui se sont intéressées à faire monter en nous le sens qu'il y a d'autres mouvements que les nôtres qui nous traversent. Alors là, maintenant, on est toutes assises, on n'a pas l'air de bouger beaucoup. Et pourtant, il y a au moins un mouvement commun qui nous habite toutes, auquel on est toutes là occupées, c'est qu'on est toutes en train de tomber. Et bien sûr, ça n'en a pas l'air, parce que bon, il y a le sol et les chaises qui nous en retiennent. Mais là, maintenant, tout est là, ça nous met toutes d'accord avec l'ensemble des choses qui nous entourent. On est attiré vers le centre de la Terre. Les arbres, les chaises, la caméra, Zineb, moi-même, nous trois. On est toutes attirées vers le centre de la Terre et toutes on reçoit le soutien de sa surface. Ce sens-là, qu'on est habité par des mouvements qui sont en nous mais pas de nous, l'idée de ce livre, Mouvementement, est de montrer qu'il est important pour nourrir les engagements écologiques. L'idée que, voilà, on l'a tous lu ce matin, et puis hier matin, et puis avant-hier matin, la séparation, l'humain, le monde, ne tient pas la route. Nous sommes dans un monde anthropogéniquement, chaotiquement produit, en raison de l'activité humaine. Donc on sait, on n'est pas séparés, quoi. Et cette inséparation, elle peut parfois prendre un tour mental. On peut commencer à se le dire, mais pas le sentir. Et pas savoir où en nous on le retrouve. Et puis, voilà, on a beau avoir lu Donna Haraway le soir, le matin, on se réveille avec notre téléphone portable qui nous dit « tu es un individu ». Donc t'es foutu. T'es reparti dans l'idée que tu pouvais t'autosaisir comme humaine. Alors l'idée était donc d'enquêter sur tout un ensemble de pratiques qui s'évertuent à rappeler cet autre sens de l'humain qu'on peut faire surgir d'ailleurs en étant attentive, comme vous le savez sans doute, à l'étymologie de ce mot-là, puisque humain, originellement, désigne pas une espèce séparée des autres espèces, etc. Humain, ça désigne les terriens, les terrestres. Humain, ça vient du même mot que humus. Donc voilà, les humains, ça désigne celles qui sont de la terre, par contraste avec celles qui sont du ciel ou d'ailleurs. Donc on pourrait dire, voilà, il y a tout un ensemble de pratiques de mouvements qui sont intéressés à faire surgir l'humus que donc tu es, à te rappeler à toi, au studio, quand tu t'entraînes, que tu es traversé par cette force cosmique au moins fondamentale. Alors j'ai proposé d'appeler ça des danses compost-humanistes, par hommage justement à Donna Haraway qui disait, oui, voilà, plutôt que de s'embrancher dans les courants qui consistent à dépasser l'humain vers son embranchement à des créatures cyborgs complexes, etc., qui voudraient dépasser notre condition mortelle, précaire, etc., et si on essayait au contraire d'empirer notre condition terrienne, compost humaine, en ce sens-là, de nous rappeler que nous sommes donc du compost, c'est-à-dire là maintenant, et pas seulement quand nous serons mortes, là maintenant, nous sommes le site pour le fleurissement d'autres mouvements que les nôtres. Et il y a une conséquence éthique à ça. Si tu te rappelles que tu es du compost, ça veut dire que tes gestes doivent être en conséquence de cette vertu, de cette définition de toi. Ok, donc bonjour, créature du compost.
C'est bien parce qu'on est rejointe par les feuilles en décomposition, donc on sait bien que notre parenté est intégrale. Pardon. Ah oui, oui, oui. Faites... Ah ben, alors j'ai pas dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais... Ça commence bien. J'ai pas exactement dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais j'ai dit qu'on pouvait varier les chorégraphies par lesquelles l'écoute est possible. Et ça... Nuance. C'est un peu différent. Parce que ça notamment implique d'écouter dans le geste. Et c'est précisément un des gestes fondamentaux et qui répondent un peu à ta question, qui est le geste que les danseuses, les chorégraphes au studio viennent pratiquer, à savoir comment j'ouvre mes oreilles davantage. Parce que c'est, je sais pas comment dire, c'est pas parce que c'est un sens dont nous disposons tous plus ou moins, écouter, recevoir des vibrations, qu'on ait la capacité d'entendre ou pas, on peut recevoir des vibrations, d'entendre avec les oreilles. C'est pas parce que c'est un sens qu'on ne peut pas l'entraîner, qu'on ne peut pas en faire une technique, qu'on ne peut pas l'augmenter, le varier, se doter d'autres sensibilités que celles qui nous échouent. Et donc cet entraînement, c'est un peu donc l'objet du livre. J'ai ramené, et je m'arrêterai là, je sais pas si, oui, la licorne. J'ai ramené une petite licorne qui est d'ailleurs un cadeau de Léa. C'est un peu mon identité de genre, enfin licorne quoi. Mais c'est aussi, c'est un animal, imaginaire, mais qui a une inspiration. C'est la narwal, une créature, une mammifère marine arctique, qui vit dans l'Arctique, et dont certains membres de l'espèce, alors on dit que c'est des mâles, mais enfin on sait qu'on peut se tromper sur ce genre de désignation, certains membres de l'espèce vont avoir une de leurs dents qui leur pousse au travers du crâne et qui donc devient cette corne. Et la corne, là, elle n'est pas du tout... Enfin, on pourrait imaginer qu'elle est un dispositif d'attaque, quoi, de combat, ou de percer la glace. Enfin, je sais pas quoi. On peut se raconter des histoires quand on voit une grande corne qui pousse dans la tête de quelqu'un. Et en réalité, comme c'est une évolution d'une incisive, en fait, c'est un organe extrêmement sensible. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une spirale dans la corne, c'est que c'est le nerf de la dent qui vient la parcourir. Et donc, c'est en fait un sonar. Alors, ça peut leur arriver de les utiliser pour se faire des câlins, parce que c'est très sensible, donc elles peuvent se les entretoucher, mais principalement, ce à quoi ça sert, c'est à détecter leur environnement, quoi. Et généralement, quand je présente cette licorne, je dis, voilà, moi j'aimerais être une apprentie licorne ou une apprentie narwal, au sens où j'aimerais moi aussi être capable de transformer ce qui un jour m'a servi de défense, une incisive, en un dispositif d'écoute. Et on pourrait dire que c'est ça le programme de Mouvementement, étudier les personnes qui se sont données pour mission, d'étudier avec les personnes qui se sont données pour mission de transformer les carapaces en dispositifs pour s'entre-écouter. Merci. Et parlons de réception et outils disponibles pour capter autour de soi. Vous, Maboko, votre pratique du mouvement, elle travaille justement à percevoir le corps comme traversé par cette météo du monde. Et est-ce qu'on pourrait un peu plus entrer dans cette attention-là au climat et au flux et aux excès qui façonnent d'une certaine manière votre rapport au corps diasporique et à la mémoire des luttes? Je fais croiser deux choses là. Je sens que ça va être tricky, mais on se tente ça. Bonjour. Au pire, je réponds à côté. En fait, j'avais bien envie de recommencer par le mot écoute, qui est le titre de la première section de Non Noyé, leçon féministe noire apprise auprès des mammifères marines,
par Alexis Pauline Gumbs, donc que j'ai contribué à traduire avec Emma et Myriam Rabat-Konaté. Et cette notion d'apprenti, et non pas licorne, mais apprenti mammifère marine, qui est une des missions que Alexis Pauline Gumbs s'est donné, en tout cas un trajet, et qui, dans ce livre, même si ce n'est pas dit si explicitement, était extrêmement somatique, extrêmement lié au corps et invite le corps à la transformation dans la lecture et également à la transformation pour nous dans la traduction. Et en ce sens, la pratique que je peux avoir du mouvement, de la recherche, de cette météo interne, externe et qui traverse avec une porosité, je la retrouve dans ce livre. Et là, j'essaie de voir comment je vous explique le lien qui m'apparaît évident, mais avec cette question de l'héritage, parce qu'en réalité, le corps, il est composé d'un tas de couches, des couches physiques, moléculaires, cellulaires, des organisations, mais aussi temporelles, et on hérite de nos ancêtres physiquement, dans nos os, dans notre chair, psychiquement, culturellement. On a un tas de bagages avec nous. Et dans Non Noyé, il y a cette invitation explicite à se rappeler d'où nous venons et les ancêtres qui sont toujours là au fond des océans. L'histoire qu'on raconte parfois différemment et qui continue de nous traverser là au présent. Donc ça, c'est peut-être le chemin par lequel répondre à cette question de comment je peux être là avec la conscience de mon corps, cette pluie de feuilles, le sol que je sens à travers cette scène et nos respirations communes, nos conspirations. Et toute cette histoire qu'on sent ou qu'on refuse de sentir selon là où on se positionne. Je pense que pour l'écoute, il y a peut-être un préalable qui va être, pour moi en tout cas, ralentir. Et oui, comment on peut s'autoriser à ralentir, retrouver son souffle, et comment dans la respiration, on peut se connecter à ce qui vibre, ces mouvements qu'on ne sent pas toujours, mais qui sont toujours là, les nôtres et ceux de l'environnement proche. Proche, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. L'échelle de la Terre, est-ce que c'est proche pour vous? Notre système solaire. Notre système solaire. Et comment ces molécules qui ont des âges différents vivent en nous, nous traversent et nous apprennent nos gestes. Des gestes qui peuvent avoir une vocation esthétique, si on rentre dans un endroit de la danse qu'on connaît, de proposer à sentir le mouvement avec une sorte de qualité esthétique, mais qui va au-delà de ça. Mais c'est aussi les gestes du quotidien, comment on agit les uns les unes avec les autres, comment on se place, comment on a une attention à tout ce qui se passe, y compris ce qui est derrière, ce qui est avant. Et oui, du coup, ça me fait repenser à mouvementement et comment on est mouvementé par tout ça, comment on choisit pas ce qui nous traverse. Mais par contre, comment on peut choisir là où on met notre attention d'écoute. Et dans la pratique donc de météo du corps, qui peut aussi s'appeler... C'est une succession de traductions, body weather, mais en réalité, à la base, c'est Shintai Kisho, parce que c'est un groupe de personnes japonaises qui définissent cette pratique et donc qui le disent dans leur langue.
il y a cet endroit de recherche, d'écoute en toute porosité, des états internes, externes, et donc une forme d'écologie qui n'est pas nommée ainsi, mais de toutes les échelles d'être ensemble auxquelles on peut essayer d'apprendre à se connecter et qui nous permet de comprendre comment ça bouge en nous et comment ça nous invite à bouger peut-être différemment. Comment cette feuille qui vient juste de tomber là à l'arrière fait qu'il y a quelque chose comme ça en moi qui fait... Et l'engagement politique dans ce choix qu'on peut faire, il peut être déjà là dans le moment de la recherche de la danse, quand on est seul dans un espace. On croit qu'on est seul dans un espace. Ou quand on est ensemble comme ça et qu'on décide de parler d'un sujet, de parler de deux sujets, écologie, diaspora, les questions de tension, le racisme hérité, tout un tas de problématiques qui viennent capturer, justement, capturer notre puissance, capturer notre capacité à être ensemble, à agir ensemble, en conscience. Ouais, ma pratique du mouvement, elle va à tous ces endroits-là et elle est complètement connectée en ce sens à la pratique de la traduction. Alors, on reste sur l'écoute et la réception et l'attention qu'on porte à notre environnement. Et je voudrais venir avec vous, Léa, et l'odeur des pierres mouillées que vous écrivez avec un corps poreux, minéral et en dialogue avec des territoires blessés. Et vous dites vous avoir appris à des arbres l'art de recevoir et de s'adresser. Est-ce que ça vous dit qu'on puisse s'attarder sur cette idée? Oui, salut. Mais ça, je pense que tu l'as trouvé. On se voit, on a dit. Je pense, chère Zineb, que vous l'avez trouvé ailleurs que dans l'odeur des pierres mouillées, il me semble. En parlant de votre pratique de manière générale. Oui, parce que il y a plusieurs choses. Enfin, je pense, en fait, ce truc-là, ça vient d'un texte que j'avais écrit qui n'est pas dans ce recueil sur la pratique de danser pour les plantes, je pense, qui est un truc que j'ai fait pendant 5 ans et qui consistait à se proposer d'étudier ce qui se passe quand j'adresse une danse à une plante. Avec cette idée-là de, oui, comment, en fait, qui est une manière d'étudier, en tout cas, comment ce à quoi je m'adresse me fabrique, ou en tout cas me transforme. Et donc oui, c'était une manière pragmatique de prendre le risque de se laisser transformer par une chose dont je ne suis pas certaine qu'elle me perçoit, ou je ne sais pas exactement comment elle me perçoit, mais moi, en m'adressant à elle, donc en la percevant intensément, je suis à l'étude de ce que ça me fait faire et donc de comment ça me transforme. Et oui, et dans l'odeur des pierres mouillées, peut-être il y a un passage, c'est un recueil donc avec différents textes, il y a un petit poème au milieu qui donne son nom au recueil et qui parle de peut-être un peu de ça, dans le sens où ça parle notamment de comment plutôt de l'inverse au début, de comment je deviens la manière dont je suis perçu, enfin ce qu'on voit de moi, je deviens ce qu'on voit de moi, qui est un peu la technologie transsexuelle de base, qui consiste à, en tout cas, le savoir trans de base, ça serait peut-être de comprendre ça et de dire ok, j'ai une certaine agency, j'ai du goût pour modifier, moduler, influencer la manière dont on va me percevoir pour pouvoir devenir
quelque chose qui m'intéresse plus, c'est-à-dire donc rendre capable peut-être les choses et les gens qui me perçoivent de me percevoir d'une manière qui m'intéresse, pour laquelle j'ai du désir. Et au sein de ce poème, ça parle un peu de ça, et ça se finit à un moment dans une rivière, où la personne qui parle est dans une rivière, et la rivière dit à cette personne, mais en fait, est-ce que ça serait pas, est-ce que tu serais pas en train de devenir ce que toi tu perçois? Et c'est une question que pose la rivière. Et le jeu du poème se met à pleurer et se rendre compte qu'en fait elle devient complètement liquide parce qu'elle est extrêmement touchée par cette proposition et qu'elle est en train de devenir liquide. Et donc peut-être oui, une manière de... Enfin pour moi, je ne sais pas si c'est une notion d'accueillir du non-humain en moi, mais en tout cas, cette sensation de genre... Enfin, peut-être en tout cas la méthode pour moi pour penser ça, c'est aimer. au sens où aimer serait... avoir un désir immense de percevoir la chose ou la personne qu'on aime. Enfin, pour moi, cette sorte de désir infini de genre, j'ai envie de te percevoir constamment. Et enfin, ça, c'est ce que aimer rend capable de faire. Et j'ai l'impression que plus je perçois une chose, plus je deviens cette chose. Ouais. Et ça passe aussi par un habiter. Un déplacement aussi vers ces choses-là possibles. Là, parlant peut-être de la rivière ou des arbres, ça veut dire aussi aller en proximité, cohabiter, dialoguer peut-être aussi. Donc c'est aussi, sans se laisser imprégner par ces éléments, c'est aussi aller les rencontrer. Je pense que vous avez peut-être tous les trois ça en commun. Cette proximité et ce dialogue quotidien et ce rapport quotidien avec les éléments. Comment ça se vit en vous, cette proximité-là? Peut-être pour poursuivre avec vous, Léa. Ben oui, moi, c'est ce que j'appelle l'amour. Enfin, c'est que il faut avoir du désir. Enfin, donc, oui. Enfin, habiter, c'est désirer ce qui est en train de me faire devenir dans la pratique quotidienne d'être avec. C'est une phrase. Ouais. Je sais pas, vous voulez dire d'autres trucs. Ouais. Du coup, là, c'est le soin. Enfin, dans l'amour, il y a là aussi, pour moi, ça m'a fait penser juste aux plantes qui m'ont entourée. Non pas les plantes qui naissent spontanément dans des espaces qui leur permettent de le faire, mais des plantes en pot dans mon appartement, des plantes domestiques, ce qui m'a beaucoup questionnée. Et en même temps, de voir que le soin que je leur apportais, au début je croyais que c'était moi qui prenais soin de mes plantes. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était les plantes qui prenaient soin de moi, que c'était pas du tout mes plantes, et que la dépendance, elle était bilatérale. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, ah oui, je vais partir, il faut que je trouve un moyen pour les arroser, etc. Et elles ont besoin de moi, mais j'avais bien plus besoin d'elles. Et je crois que cet endroit d'habiter avec ce qui nous est autre, et en même temps qu'on a déjà un peu à l'intérieur, mais que ça révèle en fait ça, de révéler ce qu'on... ouais. Enfin, dans ce que tu disais par rapport à devenir ce que tu aimes ou devenir ce qui est avec toi, que tu regardes, j'ai le sentiment qu'il y a pour moi un devenir ce que je suis, mais que je ne sais pas encore que je suis, et que je rencontre, et je m'en rends compte dans cette rencontre. Et c'est ça qui se passe dans le moment où je pars de mes petites conceptions bien ancrées de
de domination. Ce sont mes plantes, je les ai domestiquées et j'en prends soin jusqu'à assez rapidement. Mais aussi parce que j'étais dans un endroit qui n'était pas juste, ou peut-être ça n'existe plus trop chez moi, le quotidien qui serait non dansé, enfin non à l'écoute. Mais du coup, dans ce moment d'écoute, de dire « Eh mais attends, en fait, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. » Et de pouvoir défaire ce que je croyais comprendre dans la présence des plantes et comprendre la nouvelle relation qui s'est installée, sans forcément avoir besoin d'aller en forêt. Enfin, c'est ça que je veux dire aussi. Ce qui se dit me fait penser au mot studio, qui est un mot qui arrive avec les danseuses, avec Isadora Duncan, pour décrire l'espace dans lequel ça travaille. On revient, plutôt que l'atelier, le studio, qui est un mot qui est un mot latin, enfin qui veut dire j'étudie. Donc je vais au j'étudie, disent les danseuses. L'origine, c'est, enfin en indo-européen, c'est connecté à l'idée de l'entêtement. Enfin, j'y reviens, je donne ma tête. Enfin, on entend un peu le stud, enfin le tikidi. On y revient, qui est effectivement un espace particulier, un espace dans lequel beaucoup de variables sont suspendues. Un studio, c'est généralement pas un espace ouvert. C'est généralement un espace où il n'y a pas de meubles, où il n'y a pas d'air qui circule. C'est un espace dans lequel on enlève beaucoup de variables écologiques pour être auprès de variables toujours écologiques, mais plus centrées sur cette partie du monde, que j'hésite toujours à appeler corps, parce que c'est bien emmerdant. Dès le moment que vous avez dit corps, vous avez chassé l'esprit en dehors, et du coup vous êtes emmerdé, vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous essayez de réparer à tout va, vous allez appeler ça corps vécu, corps sensible, corps machin, mais enfin bref, vous êtes toujours foutu. Donc la créature. Donc on étudie cette écologie-là de la créature, mais en enlevant beaucoup des autres. Et je raconte ça d'abord parce que j'étais en train de penser à une des formes de danse qui a remis la gravité au centre dans les pratiques de danse contemporaine, qu'est le contact improvisation, et qui était partie d'une remarque d'une peintre, Agnès Martin, qui disait « La dernière chose de la nature qui reste à New York, c'est la gravité ». En remarquant qu'effectivement tout en avait été évacué, sauf cet élément-là, dans lequel on est tout le temps en train de flotter. Bon, c'est pas vrai, évidemment, hein, mais pour dire que du coup, le studio avait en un sens pour vocation, en coupant finalement tous les autres traces humaines, de se permettre de s'orienter vers un truc là qui reste tout le temps, qui est « tu es une chose qui tombe ». Ce qui n'est pas si évident, parce que tu t'es apprise à toi-même à bien te tenir. Et même, on pourrait dire que l'Occident est prédiqué sur l'élévation à l'égard du sol. La chaise, ce petit trône portatif qui te dit que toi aussi, tu peux bien être un monarque, te signale que tu es séparé du reste du monde et ne fait que te le répéter. Oui, ne fait que te le réinscrire chorégraphiquement dans le créature. Donc ce studio comme espace dans lequel il va commencer à y avoir la place pour cet autre sens qui arrive. Mais ce pourquoi j'étais en train de penser à ça, c'est qu'il se trouve que assez rapidement, les personnes qui sont mises à étudier la gravité qui les traversait se sont barrées de la ville et se sont mis à vivre dans des communes, à être à moitié agricultrices, à moitié danseuses, à même démissionner, pour le cas de Steve Paxton, qui était un des fondateurs de cette pratique, a même démissionné de la danse, et puis après à venir quand on le recrutait, mais à plus jamais faire de demandes de financement, de grants, etc. Et je trouve ça frappant qu'il y ait ce débordement, ce refus du studio comme ce lieu dans lequel il est possible d'apprendre à danser. Ou plus exactement, comme une ouverture du studio, partout nous pouvons ensemble étudier.
Et bien sûr, je pense à la manière dont le body weather, qui est la pratique dont tu parlais, Mabeko, est même fondée sur ce refus du studio et sur, au contraire, un investissement énorme de l'habité. Tu veux en dire un mot? Oui, alors... Je t'en prie. De faire pirater sa propre table ronde. Peux-tu dire quelque chose, Zineb? Pour le coup, c'est pas aussi contradictoire. C'est-à-dire que dans cette pratique, il y a des moments d'exercice qui sont pensés comme des exercices dans le studio où on a conscience de maîtriser un peu mieux l'espace. Et il y a énormément de moments d'exercice ou d'imprégnation ou d'improvisation ou de performance. Enfin, toute cette gamme de mots qui coexistent la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est en performance pendant l'exercice et on a besoin de s'imprégner quand on le fait. Donc il y a énormément de temps à l'extérieur, mais il y a aussi des temps dans ce qu'on peut appeler un studio. Mais la question est qu'est-ce qu'on appelle un studio en dehors de cette définition que tu viens de nous donner, parce qu'il y a aussi des questions de moyens. Enfin, il se trouve que là, le groupe dont Maijuku, qui était une compagnie de danse, qui a développé cette pratique sur une ferme avec les paysans-paysannes qui travaillaient avec tous les membres de la compagnie, tout le monde travaillait la terre. En fait, il n'y avait pas de frontière entre le moment où c'est le quotidien et le moment où c'est la danse. Quand on est en train de s'occuper des poules, on est en train de danser. Et en tout cas, on est en recherche du mouvement, on est en recherche du corps. Tant qu'on n'a pas encore construit cet endroit qu'on va appeler le studio, on fait nos exercices dehors. Et puis, il existe, mais bon, il y a des échardes dans le bois. Il y a, en fait, un endroit qu'on maîtrise complètement, ça n'existe pas non plus. Et donc, il y a comment on arrive à les expériences qu'on a à l'extérieur par rapport à un intérieur qui au moins protège de la pluie. Comment elles sont transportables? Est-ce qu'elles sont transportables? Comment est-ce qu'elles sont transportables dans un intérieur un peu plus maîtrisé et inversement? Et quelles sont les manières de se rendre compte qu'on peut transformer un studio en un espace in situ? Enfin, ce fameux in situ qu'on dit quand on est soi-disant dans un endroit qui n'est pas le studio, globalement, ou qui n'est pas la scène, qui n'a pas été pensé pour. Comment on peut faire d'une scène un endroit in situ où, en fait, on re-questionne tout ce qui, soi-disant, est un donné, souvent implicite. Comment on peut faire ça aussi dans un studio et transformer la pratique de manière à ce que, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et ouais, dans cette pratique, il y a vraiment quelque chose de poreux par là. Et ce que vous avez aussi en commun, Emma et Maboko, c'est la pratique de la traduction. Et je me demandais comment cette pratique-là, qui est, je pense, quotidienne pour vous, elle agit aussi sur votre corps et donc aussi dans votre pratique corporelle. Enfin, comment il y a aussi un continuum ou quelque chose qui résonne entre les langues et le passage par le corps aussi. Vous avez participé au collectif qui a donc traduit Non Noyé, le sang féministe noir appris auprès des mammifères marines de Alexis Pollingums. Rien que par cet exercice-là, ça peut être un peu concret de partir de là. Je vais faire un micro-détour avant de répondre, qui est évoquer la préparation qu'on a eue ce matin ensemble, parce qu'il se trouve qu'on était ensemble ce matin. Et on a eu un temps de pratique corporelle. Et c'est une manière de connexion collective, mais aussi à soi-même, qui n'est pas dissociée de la question des mots. Et c'est également une des manières par lesquelles Myriam, Emma et moi avons travaillé dans notre processus de traduction, où lorsqu'on avait l'occasion de se réunir à trois dans le même espace, la pratique du corps en mouvement ensemble était souvent notre échauffement à la traduction. Et il se trouve que ce livre spécifiquement fait que l'échauffement est vraiment un échauffement dans le sens où on continue à danser en le traduisant, puisqu'il y a vraiment ce rythme-là à l'intérieur.
les titres des chapitres, écoute, respire, et tant d'autres sont à un endroit où, dans la lecture qu'on se fait, dans le choix des mots justes, en fait, il y a quelque chose qui résonne dans le corps. Oui, des fois, le choix du mot venait par comment ça vibre à l'intérieur. C'était pas forcément un raisonnement logique qui nous permettait d'arriver à « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut traduire ce passage. » Et ouais. Oui, moi je commence mes journées généralement en traduisant. Je me dis que c'est quand même mieux de commencer les journées avec les idées de quelqu'un d'autre que les miennes. Aussi pour soulager un peu l'obsession, ou l'idée qu'il faudrait que les idées viennent de moi pour qu'elles vaillent la peine d'être transmises. Et donc c'est une pratique, oui, c'est une ascèse, au sens c'est un exercice d'être traversé, d'essayer de rendre des idées qui ne sont pas les miennes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'en ai aucune, au sens de, oui, je suis trans, translate, je rends des choses, quoi. Et pour moi, la pratique là d'être entre deux langages, elle est aussi liée à la manière de penser dont les mots te font bouger d'une certaine manière, ou te disposent à bouger d'une certaine manière. Les praticiennes somatiques, les danseuses, les chorégraphes ont une attention très très précise à la manière dont elles prononcent, au rythme, au caractère hypnotique que vous avez peut-être un tout petit peu remarqué dans nos manières de parler et de répéter, et de faire des allers-retours entre certains vocabulaires, des manières de poser notre voix. Tout ça fait partie de la manière dont le mot existe dans cet espace-là en ce moment. Et dans les différents moments où on a appelé un petit peu à l'attention aux arbres, on faisait quelque chose comme, oui, un appel à la sensation en prononçant des mots. On n'était pas juste en train de s'adresser au cortical, à la partie frontale là, du cortex. J'ai dit le mot là, créature, par exemple. Je vais donner cet exemple parce que c'est un mot qui m'excite un peu dans les derniers temps, qui est un mot que j'utilise beaucoup dans la transmission du mouvement, plutôt que de dire donc corps, et plutôt que de dire individu ou les personnes qui sont présentes. Mais dans ce cas, je dis les créatures, parce que je suis tombé un peu par accident sur l'histoire de ce mot qui se trouve être un participe futur du verbe créer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de vos leçons de grammaire de base. En français, des participes futurs, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est des participes passés ou des participes présents. Donc avec le verbe créer, ça donne créer. Avec les accents, on ne sait jamais combien il faut en mettre. Donc ça, la création, c'est fait. On n'en parle plus. Les créés. Il y a les créants, les créantes. Bon, c'est ceux qui sont occupés à créer en ce moment. Et en latin, on peut ajouter, il y a les creature, celles qui sont encore à être créées. Et là, je ne sais pas ce que ça fait à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de moi, ça crée un petit peu de palpitation et d'excitation. Et il se pourrait que je sois encore à être créé. C'est pas fini. Ce qui est un avantage, parce que ça m'évite de croire que ce que j'ai fait résume l'ensemble de ce que je suis, puisque je suis encore un potentiel de changement, de variation, et que je crois la fonction même la fonction même du politique, mais là on pourrait dire la fonction du choréopolitique, du politique quand il est attentif à la manière dont le mouvement est en jeu dans notre création des collectifs auxquels on appartient. Le choréopolitique, c'est te rappeler que tu es bien plus virtuel que tu ne le crois, que tu as bien plus de capacité à être autre que tu es, et que le monde a bien plus de capacité à être autre qu'il n'est, que nous ne le croyons collectivement. C'est inépuisable, en tout cas, cette question de la traduction et de la langue, parce que
ça fait aussi acte de création. Enfin, c'est pas simplement juste partir des idées des autres et essayer de le transmettre. C'est aussi un apport aussi, je pense, que vous donnez. Et ça fait bouger la langue, ça la fait inventer autrement. Et je voudrais aussi venir à la langue que vous inventez, Léa, puisque vous en inventez une et vous donnez même un lexique à la fin pour qu'on puisse nous être non initiés à votre langue, essayer de suivre. En tout cas, c'est une poésie qui fabrique des images minérales, végétales et charnelles et qui déplace les cadres du récit intime ou militant. Et je me demandais comment ce choix de cette langue vous permet d'inventer aussi des contre-récits écologiques, affectifs, écosexuels aussi, on pourrait glisser. Alors, moi, je suis une traditionnaliste, donc... J'invente rien. Voilà, à part l'eau chaude, qui est la enfin, qui est presque l'un des derniers mots du recueil, en fait, inventer l'eau chaude, et qui est la méthode de base pour moi d'un traditionnalisme qui vaut quelque chose. Et donc oui, je suis plutôt occupé à hériter qu'à créer. Et oui, donc ça veut dire que, alors peut-être quand je parle de inventer l'eau chaude, c'est une méthode autiste avant tout, hein, donc c'est pas une métaphore, c'est littéral. Et la question, c'est de comment est-ce que j'invente une chose qui existe déjà, qui est une bonne définition pour danser, aussi une bonne définition pour hériter, tous ces synonymes. Mais en tout cas, oui. Du coup, je pense que dans la manière dont je m'invite à plutôt que de chercher, parce que quand on fait un objet, notamment dans le milieu de l'art, il y a un peu cette idée qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on crée, en tout cas créer, et c'est peut-être ça, qu'on manque de participe futur. Et donc du coup, on a l'impression de faire un truc nouveau. Moi, plutôt, ce que je me propose, c'est de ne surtout pas tenter de faire ça. Je trouve ça un petit peu libéral sur les bords. Donc, plutôt que d'inventer des contre-récits, oui, il y a cette idée de répéter ce que j'appelle aussi dans le livre faire des manières. C'est-à-dire, c'est plutôt inventer la manière, inventer des manières de faire. Chaque jour, il faut réinventer une manière d'inventer l'eau chaude. Enfin, en tout cas, c'est toujours la même question d'être à l'étude de ce que j'appelle dans le livre l'art des influences, c'est-à-dire à nouveau comment ce que j'invente m'invente, comment ce que je fabrique me fabrique, et comment du coup celle qui invente c'est jamais la même puisqu'elle a été modifiée par ce qu'elle a inventé la veille. Donc du coup elle peut pas inventer la même chose par définition puisque c'est pas la même personne, créature slash et donc du coup enfin oui, pour moi c'est comme ça qu'on hérite, et c'est comme ça qu'on... Enfin, voilà, la question des contre-récits, la question des normes, etc. C'est vrai que je suis plutôt pour hériter que sortir, ravager pour faire du nouveau, mieux. Mais de quoi est fait cet héritage dans le sens, puisque l'héritage, il est à la fois composite, complexe, critiquable, problématique, enfin, etc. À 3 petits points. Il y a beaucoup de choses à l'héritage. Mais lequel, de quoi est fait le vôtre, disons? Oui, bah alors c'est sûr que un des problèmes dont j'hérite, c'est l'incapacité à hériter.
Ça se complexifie déjà. Ouais, ça nous met bien dans la merde. Donc du coup, c'est comment je dois apprendre à hériter, tout en, c'est-à-dire je dois inventer des ancêtres qui m'apprennent à hériter, puisque j'ai pas d'ancêtres. Par définition, on n'a pas d'ancêtres ici. Et donc il faut inventer l'eau chaude. C'est-à-dire il faut danser, quoi. Et donc oui, comment est-ce que j'invente des ancêtres dont je peux hériter? Et donc c'est tout un boulot. Je veux dire, c'est pas et on fait ça constamment. Enfin, mais je suis plus intéressé par le fait de trouver du désir pour ses ancêtres, même les cons, que de dire c'était des cons, regardez, je vais faire mieux. Tu vois? Je sais pas si ça répond. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser notamment à... Et ça ramène à la première question de l'habiter. Le village, notamment, le rapport au village. Je pense qu'on peut creuser aussi cette idée-là parce qu'il y a notamment un texte qui s'appelle « Amour municipal ». Enfin, il y a des connexions, en tout cas, il y a des ingrédients de la méthode qui n'est pas une méthode avec beaucoup de guillemets, je prends pas le risque, mais voilà, le village, le rapport au village peut-être. Oui, bah, c'est sûr que c'est une autre temporalité, mais c'est faire avec ce qui est là, en tout cas, le village. Et là, dans ma proposition, c'est de penser ça comme une technologie transsexuelle, dans le sens où être trans, c'est avoir un don particulier pour hériter. Et ça va évidemment à l'encontre de tout un tas de théories un peu à la mode qui disent que justement c'est à la mode d'être trans ou que c'est quelque chose de nouveau. En fait, le libéralisme ne fait que créer cette fiction pour le coup, ce mensonge que les choses sont nouvelles, qu'il y a du nouveau, qu'on peut être nouveau. Et donc l'idée du village, je veux dire, faire village, c'est encore une définition pour... inventer l'eau chaude, faire village, c'est inventer l'eau chaude. Je veux dire, c'est inventer la chose la moins inventable possible. Genre. Et donc, comment est-ce qu'on... Et en même temps, par définition, on ne sait plus faire... il n'y a plus de village, on ne sait plus faire. Donc, comment est-ce qu'on devient capable... Et ce n'est pas une histoire de copier quelque chose d'ancien, etc. Ce n'est pas ça la notion. Mais il faut bien... Mais c'est de l'inventer. Mais quand je danse... C'est aussi ça que je fais. Je pense que... C'est-à-dire que là, j'ai essayé d'inventer comment passer de cette position à cette position et à cette position. Des transitions. Bon, voilà. Pardon, allez, ouais. Non, mais c'est juste... je viens de comprendre un truc, du coup. Yeah. Now it's starting. Non, mais dans ce truc-là de inventer... Parce que tu parlais de la langue dans la traduction et les choix, et du coup, et notamment les choix du genre qu'on a fait de manière assez forte, qui ne sont pas directement une traduction de l'anglais, puisque l'anglais n'est pas genré de manière aussi prégnante qu'en français. Et là, je viens de comprendre ce pronom « all » qu'on me dit souvent. Non, mais ça n'existe pas, tu l'as... Et moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir inventé quelque chose en le choisissant, parce qu'en plus, je l'ai vu, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Hein. Je ne suis pas venue avec comme ça. Et là, en t'écoutant, je viens de comprendre l'héritage qui était très conscient, mais que je ne nommais pas comme ça, qui me permet de voir une évidence dans ce pronom, où je m'appuie sur ce qu'on m'a donné. Donc, j'ai comme base la langue française, quelques notions de latin et autres langues. Et all,
il y a ce truc du on et du défini en français. L'article défini, le, la, les, ce L qu'on trouve dans le défini par rapport à une. Et c'est pour moi une contraction de ces deux choses, c'est-à-dire que ce on qui est plutôt collectif, même si parfois on l'utilise pour parler d'une seule personne, soit en se décentrant un peu. Oui. Et donc, all, pour moi, c'est cet endroit de pouvoir proposer une troisième personne qui n'a pas de genre, comme le on n'a pas de genre, comme le je, le tu, le nous et le vous, en tout cas en français, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, n'ont pas de genre. Ce n'est ni masculin, ni féminin, ni non-binaire, ni tout à la fois, c'est en dehors d'eux. Enfin, on ne se pose pas la question. Enfin, on n'a pas besoin de se la poser, on se la pose peut-être, mais on n'a pas besoin de se la poser quand on l'entend. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est construit en moi. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment en disant « Ah non, mais en fait, le pronom qui me fait sens, c'est all parce que c'est radical et que ça va contre. C'est juste que ça fait sens parce qu'au niveau grammatical et construction, pour moi, c'est logique. Et que ça apporte quelque chose dans la langue qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on n'a pas sous cette forme aujourd'hui, mais qu'on a déjà. Enfin, le potentiel, il y est, et juste de comment rassembler. Et je parle de ce pronom qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas dans Non Noyé, parce qu'on n'a pas eu ce besoin. Mais comme je viens juste de comprendre comment répondre la prochaine fois qu'on me dira que j'invente des choses incroyables, et je pense que tu as pu le faire. Maintenant, j'ai tes arguments pour te répondre. Merci. Alors, Léa, vous dites que vous n'inventez rien. Cependant, vous êtes citée par Emma dans son livre Éco-transféminisme, coécrit avec Clovis Maillet. Et ça me permet du coup de continuer avec cette question de la langue et l'aller-retour avec le corps. Deuiller, ce mot, il est arrivé comment? Parce que je pense qu'il y a aussi la question de lien à la communauté qui est aussi importante. Et dans le lien à la communauté, il y a aussi des corps autres. Et ce rapport à ce corps autre qui danse aussi. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là et faire un peu le passage avec Emma dans comment elle l'utilise ensuite? Oui, deuiller, j'ai inventé un mot. Oups. Non, en fait, c'est un vieux mot qui existait. Qui existe, c'est juste un vieux mot. Et c'est aussi une traduction, qui est aussi, comme on l'a dit, une forme de création originale. Mais en tout cas, oui, en tout cas, je suis parti du problème que j'avais, qui était qu'en anglais, on dit grieving, on dit grief, mais on dit aussi grieving. Et donc, il existe une pratique du deuil en anglais, alors qu'en français, elle n'existe pas. Et ça me posait un problème dans le sens où j'avais besoin de deuiller, mais j'avais pas de nom pour parler de ce que j'étais en train de faire quand je le faisais. Et donc, j'avais pas la capacité d'étudier ce que j'étais en train de faire quand je le faisais, puisque tant qu'on nomme pas les choses, parfois, on a du mal à les étudier et à, du coup, les répéter et à les inventer. Donc, du coup, au sens de l'eau chaude. Et du coup, il a fallu... Oui, ça a été la proposition une des propositions que je fais dans le livre OK, si on invente ce mot-là, deuiller, en français, avec la compréhension que, en fait, si tu le googles, tu verras bien que c'est pas inventé, enfin, ça existait déjà. Eh bien, on peut commencer à prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce que ça décrit, en fait? Parce qu'un verbe, il décrit une action. Quelle est l'action qui est décrite par ça, deuiller? Et oui, bah après... Donc, c'est une pratique. C'est une pratique, je pense que on pourrait en parler comme une forme d'étude du changement, étude de ce qui change, puisque deuiller, c'est être avec ce qu'on perd, notamment être avec ce qui est en train de disparaître, ce qui a disparu, ou ce qui est sur le point de disparaître, ou ce qui pourrait disparaître. Et donc, et en fait, tout disparaît, puisque tout change.
et que les choses durent parce qu'elles ne durent pas, comme l'a dit Bruno Latour. Et donc du coup, oui, deuiller, c'est par définition, c'est un peu. J'avais aussi, il y a des personnages dans ce texte dont vous parlez, Zineb, qui s'appelle Amour municipal, qui se pose la question de oui, une danseuse ça danse, mais une transe ça fait quoi? Est-ce que ça transe? Bon, une des réponses, c'est ça deuil. C'est-à-dire, être trans, c'est se proposer d'être avec ce qui change. C'est-à-dire, et c'est se proposer de devenir de plus en plus capable parce que se donner à changer d'une manière singulière. D'être à l'étude de ce qui change et donc de rendre capable aussi d'autres que des trans d'être à l'étude de ce qui change et donc de ce qu'on perd et donc être avec les mortes, enfin hériter sans deuiller, c'est pas possible. Ouais. Non, mais la suite sera avec Emma, je pense. Comment vous vous êtes saisi de ce mot? Bon, donc ce livre-là qui vient de paraître, Écotransféminisme, qui est une contribution à ce champ un peu plus vaste que sont les écologies queer. Qu'est-ce que les vies, les activismes queer et trans ont à faire, ont en relation avec les activismes environnementaux, écologiques. Il se trouve qu'une des dates de naissance des écologies queer a à voir avec cette question de comment on deuille, en se disant, bon ben, des centaines de milliers d'espèces éteintes, des nombres, on n'arrive même plus à les absorber, il n'y a que l'anesthésie pour y répondre. On les lit et on comprend rien, ça monte pas au cœur, ça monte pas là où ça devrait aller, c'est juste on voit un chiffre, quoi. Comment on fait en sorte pour être frappé par ce chiffre-là et y survivre. Et y survivre tellement qu'on a envie de se battre. Qu'on pourrait dire être la question de l'écologie comme activisme, qui est comment on survit au deuil pour en faire un moteur de l'action. Et les écologies queer sont venues avec une histoire qui est celle du deuil comme pratique politique. Dans les activismes SIDA en particulier, où il y a des pratiques de jet de cendres des morts sur la Maison-Blanche, en protestation contre l'inaction du gouvernement américain. Il y a des pratiques de nommer les mortes du mois ou de la semaine au moment le plus fort de l'hécatombe. Et il se trouve qu'il y a une pratique héritière de cette tradition, aussi héritière des traditions féministes noires aux États-Unis, qui traverse les mouvements trans contemporains, qui est presque, à ma connaissance, la seule pratique annuelle de deuiller, qui est le Transgender Day of Remembrance, la journée du souvenir trans, qui est donc une date annuelle depuis 15 ans. On sait tous les ans qu'il va y avoir un jour où on va deuiller. Et on se réunit et on deuille. Et on ne sait pas toujours qui on va deuiller. Moi, ça m'est arrivé de me pointer au truc, puis d'entendre le nom d'une fille qui s'était suicidée ou qui était morte, et de me rendre compte que c'était une personne que je connaissais, d'avoir oublié qu'elle était morte dans l'année. Donc on vient avec l'intention de deuiller et on ne sait pas exactement ce qui va venir, mais c'est sûr que quelque chose va monter, quoi. Et donc dans le chapitre là, on réfléchit à cette pratique qui, j'espère, vous voyez à quel point c'est connecté à tout ce dont on a parlé autour de la danse. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire qu'il ne faut pas s'y entraîner.
un endroit où on a une pratique collective dans l'espace public qui le dit aux autres, qui essaye d'enseigner collectivement à l'espace que c'est possible de s'entraîner à reconnaître les choses qui partent. Qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à deuiller, de perdre quelqu'un pour venir deuiller. On peut deuiller et puis ensuite quelque chose va venir. Et c'est exactement, enfin il se trouve que dans le chapitre là, il y a une pièce de Léa Rivière qui s'appelle Pro Morning, où elle fait ça. Elle propose, elle distribue même un petit moment des bouteilles de sérum physiologique pour celles qui n'auraient pas l'alarme trop facile. Comme ça, tout le monde est bien tranquille de pouvoir avoir des trucs qui coulent, quoi. Et en disant, bah oui, qu'est-ce qui se passe si nous nous donnons une chance d'être avec ceux-là qui passent, ceux qui se transforment en nous et autour de nous. Et cette pratique-là, deuiller, danser, apprendre à reconnaître les transitions, apprendre à manifester les transitions, on voit bien en quel sens c'est une pratique politique, au sens où je le disais plus tôt avec les créatures, c'est-à-dire se rappeler qu'il est aussi possible que les choses changent. Parce que, il est temps de pouvoir deuiller le capitalisme. Oui, il est temps de pouvoir dire oui, c'est fini, ça y est, c'est fini. Et ça, en s'entraînant à reconnaître les morts possibles, ça devient peut-être possible davantage. Juste une mini-note pour compléter, c'est que, oui, du coup, dans cette pièce, je parle de cette chose de plutôt que, comme on a tendance à dire, faire son deuil, comme une chose, on perd quelque chose, et puis du coup, il faut faire le deuil de cette chose. Et j'essaie de proposer de penser deuiller comme plutôt la pratique de devenir capable d'être avec ce qu'on perd. Et comme je veux juste nommer là que tu parlais des extinctions de masse, etc. Mais je pense que c'est un truc qui nous arrive collectivement aussi avec le génocide en cours en Palestine, par exemple. Les masses, les mortes et les morts et les morts et les morts et les morts et les masses de corps qui sont massacrés, c'est quelque chose qui... C'est au bout d'un moment, et de voir ça, toutes ces images, etc., on est complètement en frise, en fait. Enfin, c'est un processus évident de protection. C'est très, très difficile, pour moi, en tout cas, et je pense pour nous collectivement, d'être avec, de pouvoir sentir, en fait, de se donner accès à sentir cette perte. Et enfin, moi, je remarque que c'est difficile parfois. Je me dis, mais putain, j'ai l'impression de... Enfin, ça dure et je n'arrive pas à le sentir tous les jours. Et donc, pour moi, deuiller, c'est la pratique de devenir capable de sentir. Et c'est une pratique collective. On se rend capable les unes les autres de sentir mieux, plus, autrement. J'ai juste l'impression que du coup, c'est un peu un des chemins par lesquels réapprendre à faire village. Enfin, du coup, que tu disais, on sait plus faire, mais en fait, ce Tidor que tu as cité, Emma, c'est une manière de remettre en route le faire village pour être ensemble avec la réalité de ce qu'on est en train de perdre, de ce qu'on a perdu, de ce qu'on va probablement perdre et de les possibilités de vers où on veut aller ensemble avec ça, quoi. Alors, on n'aura fait que survoler les croisements fertiles possibles entre toutes ces publications et on va se donner une chance quand même de converser avec la salle, bien qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va ouvrir. Il y a une question devant. Oui, je voudrais revenir, vous en avez parlé à plusieurs reprises, sur Non-Noyé, qui est un livre formidable.
et d'apprendre que vous dansiez ou qu'il y avait ce moment des corps avant le travail de traduction. Je me dis que peut-être c'est un des effets dans la lecture de ce livre qui produit des effets comme de méditation par moment. Je ne l'ai pas tout à fait fini. C'est un livre que je prends par morceaux et qui est très puissant. Alors, peut-être, vous ne l'avez pas dit, je me demandais pourquoi. Les créatures, là, dont il est question, c'est des mammifères marines. Et qu'est-ce que les mammifères marines nous enseignent? Et, et c'est enfin, voilà, il est là, si feuilletez, enfin, j'ai envie de dire aux gens, feuilletez-le, parce que vraiment, c'est un livre particulier. Et voilà. Alors, je voulais vous demander, vous, puisque vous êtes traductrice, ce travail de traduction, ou cette pratique, parce que c'est même pas un travail, cette pratique dans laquelle vous êtes entrée pour aller dans ce texte, qui effectivement, en plus, dans la langue anglaise, il n'y a pas le genre, et avec les trouvailles que vous avez faites, mais peut-être les glissades, tout en même temps un texte qui a des éléments très techniques et scientifiques, puisque vous verrez, vous allez peut-être en dire deux mots, c'est pas l'essentiel de votre propos là, mais ça part d'observations sur les espèces marines, des mammifères qui ont donc c'est des mammifères qui ont fait des trouvailles pour vivre dans l'eau, hein, à travers les millénaires. Et comment nous pouvons, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, Alexis, en être enseignés et apprendre aujourd'hui pour peut-être deuiller ou en tout cas vivre ou survivre. Et vous, ce travail-là, quel effet ça a eu sur vous? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs choses là à l'intérieur, mais peut-être commencer par une des histoires qui pourrait raconter la naissance de ce livre, qui est un deuil. Le père d'Alexis décède et elle se retrouve au milieu de ces eaux salées qui coulent de ses yeux sans cesse et cherche à survivre à cette noyade possible. Et effectivement, elle se tourne vers des êtres dont elle sait, comme moi, ces mammifères sont au milieu des eaux salées et elles ont trouvé un moyen d'y vivre. Comment respirer dans un espace irrespirable quand on est constitué avec des poumons et non des branchies. Et donc c'est ce qui a amené Alexis à sa recherche, à aller dans des manuels de biologie marine, effectivement, une recherche qui était dans le sens où on a l'habitude de l'entendre scientifique, et qui a découvert de nouveaux deuils à faire dans cette lecture, par tout le sexisme et le racisme qui traversaient les descriptions qui se voulaient objectives de ces êtres. Et donc c'était à la fois la découverte de comment vous faites et en même temps comment on parle de vous. Et il y a ça dans le livre, c'est-à-dire démarrer de cette description, d'abord de manière un peu distanciée, avec un langage un peu faussement neutre, faussement objectif de la science et ce qu'on en dit, pour glisser vers ce qu'on peut en comprendre, comment on peut sentir qu'en fait on est ensemble, on est... cet apprentissage, ce apprenti mammifère marine qu'elle ne dit pas au féminin, certes. Encore qu'il y a des occurrences dans le livre de mammifères qui sont genrés par moment, individuellement, au féminin, un ou deux max au masculin, de nombreux au non-binaire ou au tout ouvert. Et voilà, l'histoire de ce livre, c'est le deuil. Et à l'intérieur, ces mammifères qui ont permis à Alexis de trouver une manière de respirer, c'est aussi les personnes qui vivent dans l'espace où l'énorme deuil de toutes ces mortes dues à ce commerce de l'esclavage transatlantique
est toujours là. C'est-à-dire que ce sont les êtres qui respirent l'humus, le compost de ces morts, de ces mortes. Et comment on vit avec ça? Comment on survit à l'immensité de ce qui est avec nous en train de mourir, et comment on n'est pas dans ce figé? Comment on fait pour continuer? C'est aussi ce que propose Alexis. Et l'aspect méditatif, en fait, arrive dans son processus à se dire, là, je suis avec un endroit de colère, de rage et potentiellement de désespoir, mais c'est pas ça que j'ai envie de communiquer. Et donc, il y a eu tout un moment d'être avec ça, et justement de deuiller ce qui se passait, ce qu'elle vivait, ce qu'on a collectivement vécu et sommes en train de vivre, pour aller à l'endroit de l'amour. Et c'est ça qu'elle souhaitait partager. Et dans le livre, l'aspect méditatif est explicite, c'est-à-dire que chaque section se veut une possibilité de méditation à savourer sans se précipiter. Il y a même des activités à la fin du livre qui sont proposées pour s'engager soit individuellement, soit collectivement dans cette plongée, qui est réellement l'invitation. C'est comment on se laisse consciemment s'ouvrir et être traversé par tout ça. Est-ce qu'il y a encore des questions, des mains levées ou... Ah, il y a une main là-bas au fond. On a encore le temps. Ça sera a priori la dernière. Désolée. D'abord, un grand merci pour ce moment très, très particulier, très, très chaleureux, où on comprend en fait que vous êtes là pour nous apprendre à un peu plus, à nous transformer. Et ça, chapeau, c'est par les temps qui courent, c'est quelque chose de très profond, très fort. Voilà. Et en disant ça, j'ai presque oublié ma question. Enfin, presque. C'est que, alors d'une part, une question très, très précise, très ponctuelle, c'est mais quel est donc, quand tombe ce jour où on deuille? Parce que je pense que ce serait bien de deuiller ensemble, comme vous avez dit si justement. Et deuxième question, c'est ça a parfois un petit côté fleur bleue, ce que vous dites quand même. Mais on suppose, on sait aussi, notamment pour avoir lu le très beau livre d'Emma Viger, Mouvementement, qu'on recommande très très chaleureusement, autant que celui que je n'ai pas lu, Non noyé. Voilà, mais ça vraiment, lisez-le quoi, sans attendre. Quelles sont une ou quelques-unes des violences qui ont été franchies, transformées dans votre pensée, dans votre pensée entre guillemets? J'aime beaucoup l'idée, le concept de créature et ce participe futur qui est précisément à l'endroit de la transformation et de la transformation de tous et de toutes. Oui, quelles sont ou quelle est une ou l'une des violences que vous avez dû les unes et les autres traverser pour être dans cette générosité, dans ce don, dans cet amour avec plein de guillemets, mais qui se trouve là extrêmement relancé, nourri de très belle façon. Voilà. 20 novembre. Et voilà. On prend note, on prend date. 13h05. Je crois le début de
enfin pas très loin du début de Mouvementement, je dis l'ensemble des noms qui m'ont été donnés. Garçon, fille, hétéro, homo, bi, neurotypique, neurodiverse, blanche, européenne, française, etc. Tout nom que je tiens à prononcer, je dis, tant que le capitalisme racial n'aura pas été aboli, ils seront utiles pour situer l'endroit limité depuis lequel je parle. Et ces noms sont une violence imposée. Et qu'est la violence d'être repérable par la violence qui m'est faite. Et donc d'être un sujet qui peut se présenter aux autres comme tout le temps visible, comme étant objet de violence. Et il y a quelque chose qui est, enfin je crois le geste, un des gestes que nous partageons, qui est à la fois, et que Alexis notamment pratique beaucoup, qui est on ne va jamais faire l'économie à la fois de le dire, de vous le dire, qui probablement, si vous voyez mon corps transfemme, vous raconter une histoire de violence, une histoire de meurtre, une histoire de mise en danger ou d'exposition à la mort prématurée. Donc on ne va pas faire semblant que ce n'est pas ça qui se passe dans notre situation et dans mon apparaître, etc. Donc ça, c'est nommé. Et je ne vais pas me laisser limiter à ce que cette identification vous permet de faire de moi. Et peut être une tentation pour moi de faire de moi-même, de m'auto-saisir à partir de ça. Une des phrases qui m'a le plus traversé le cœur de Alexis Pauline Gumbs, c'est « Je ne suis pas une individu, je suis une multitude ». Elle le répète à tout ce qu'elle, presque autant de fois qu'elle le peut, c'est presque un mantra. Et par quoi elle veut dire « Ma vie est possible en raison de l'ensemble des actes par lesquels j'ai été aimé avant même que je sois né. » Les mammifères marines, les personnes qui ont lutté pour que mon existence soit possible là aujourd'hui, toutes celles-là, j'étais pas encore né, qu'elles luttaient déjà pour que je sois possible. Elles faisaient en sorte, elles créaient un monde dans lequel il était possible que j'existe. Et donc, je ne suis pas une individu, je suis le fruit de cet effort, de cette multitude d'efforts qui me précèdent et qui rendent mon existence possible. Et donc, bien sûr, je peux croire, je peux me laisser piéger par l'idée que je suis une individu ou que je suis catégorisable avec les mots que je viens de dire, qui sont cette violence particulière de me couper, et le travail, le constant travail quotidien par les pratiques dont on parlait ce matin, c'est de me rappeler que je ne suis pas ça. Ouais, sur la question de la violence et comment on en arrive à dire les mots amour et soin comme ça, avec un grand sourire. Je sais pas, je vous invite, si vous ne vous représentez pas ce que c'est de naître dans un pays raciste quand vous êtes racisé, c'est-à-dire qu'on fait de vous quelqu'un d'une autre race, cherchez, il y a plein de choses dessus. De même pour la transphobie, de même pour toutes ces discriminations, quand on pense que oui, la vie est simple pour la majorité des gens, c'est faux. La vie est rendue difficile pour la majorité des gens et quelques personnes qui rentrent dans cette norme et qui ont le pouvoir de dicter ce que cette norme devient sont dans un endroit de confort relatif. Il y a plein de choses aussi là-dessus. La violence, elle n'est pas au passé du tout. Elle est relativement quotidienne. Et pour moi, c'est une question de survie, de ne pas être que à cet endroit-là. Et je me suis rendu compte très récemment que les écrits
un certain type d'écrit que je fais, que je produis, viennent d'un endroit de rage et de désespoir, et que assez systématiquement, je ne peux pas m'arrêter d'écrire jusqu'à trouver un endroit d'ouverture qui me permet de trouver un apaisement. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas que la rage du début a disparu, il n'y a aucune résolution dans le texte, mais j'ai besoin d'y survivre. Et du coup, c'est une manière d'être avec. Donc ce deuil-là qui n'est pas une chose que je peux mettre au passé, mais d'être avec cette violence et survivre aussi à l'échelle transgénérationnelle. Comment on survit ensemble, quoi. Merci beaucoup. Et pour finir sur un cadeau que vous nous faites, la lecture de Mouvementement faite par Emma Biget est disponible en ligne. Celle de Non noyé est en cours par les traductrices et sera donc disponible aussi à l'écoute. Merci à vous et merci à vous d'avoir resté avec nous jusqu'au bout. Merci.